bonsoir à tout le monde, merci beaucoup d'être là. Alors on est en train de fêter déjà 15 ans d'existence de Attaque Fribourg. Alors donc pour les 15 ans d'Attaque Fribourg, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Ignacio Ramonet. Comme vous le savez, qui est le directeur du monde diplomatique espagnol actuellement. Et donc, après son éditorial des années 97, décembre 97, si je ne me trompe pas, nous avons créé donc la section d'attaque en avril 98, puis Attaque Suisse. Ensuite, Ignacio Ramonet a eu aussi, comment dirais-je, la gentillesse de venir pour la sortie de son livre en 2007 sur la biographie à deux voix de Fidel Castro. Aujourd'hui, donc, quand on lui a demandé de venir, c'est sans hésitation que M. Ramonet nous a dit avec plaisir. J'ai un très bon souvenir de Fribourg et je vous propose donc le titre de sa conférence qui est de sortir du libéralisme, Taxe Tobel 15 ans après. Donc voilà, nous avons réservé nos auditoires jusqu'à 21 h et je vous passe la parole directement. Vous voyez quelques mouvements qui vont se succéder très bientôt, donc, puisque vous savez qu'à Fribourg aussi il y a quelques luttes qui ont à voir avec ce néolibéralisme, donc des mesures très concrètes qui ont été prises contre le service public. Donc mobilisation le 4 octobre. Ensuite, il y a évidemment l'université d'Attaque Fribourg, d'Attaque Suisse, pardon, pour quelle fiscalité, pour quelle société, le samedi 5 octobre à Lausanne. Alors voilà, j'ai le plaisir de vous présenter sur. Je ne voulais pas dire un peu plus peut-être, c'est simplement que pour nous, effectivement, dans un canton comme le nôtre qui a une fortune estimée à près d'1 milliard, il est clair que ces coupes dans les budgets de l'État qui sont simplement dus à des cadeaux fiscaux pour les actionnaires et les propriétaires dans de grandes entreprises font que les fonctionnaires de la fonction publique sont priés d'être solidaires avec les actionnaires, mais pas seulement, il y a 14 coupes plus générales qui vont toucher l'ensemble de la population, et pour la plupart pour les plus démunis, puisque vous savez qu'on va toucher aussi aux subventions des caisses maladies, notamment on va toucher pas mal donc, les gens qui sont aussi à l'aide sociale, il y a toute une série de mesures qui sont totalement indignes d'un canton avec notre pouvoir et notre richesse. Donc, évidemment, c'est une très grande indignation qui sera manifestée le 4 octobre devant le Parlement, donc devant l'hôtel de ville. Merci beaucoup Pierre. Très bien, bonsoir. Donc effectivement, c'est la troisième fois que je viens à Fribourg et c'est un très grand plaisir d'y retourner. Donc quand Pierre et Andrea Dufour m'ont invité, c'est effectivement immédiatement que j'ai accepté, non pas à l'occasion d'un quelconque livre, parce que les autres fois j'étais venu à l'occasion d'un livre récent. Là, mon dernier livre c'est sur le journalisme. Il y a l'édition de poche qui vient de sortir, l'explosion du journalisme. Mais c'est à l'occasion donc du 15e anniversaire de la création d'Attaque. Donc comme vous savez, effectivement cette idée d'Attaque, c'est moi qui l'avais proposée. Bien sûr l'idée était un petit peu en l'air. Si vous voulez, je peux vous faire la généalogie ou l'archéologie de cette invention. Nous étions au milieu des années 90 et donc au plus fort disons, du succès de l'idéologie néolibérale. Le néolibéralisme s'était développé essentiellement au cours des années 70 d'une manière très particulière, puisque les premiers pays qui ont adopté le néolibéralisme comme, disons, doctrine économique dominante étaient des pays
étaient des dictatures, des régimes dictatoriaux. Essentiellement, le Chili de Pinochet. Vous savez que là, on vient de commémorer le 11 septembre dernier le 40e anniversaire du coup d'État qui a renversé Allende au Chili, et le régime du général Pinochet qui a succédé, c'est un régime qui avait fait le coup d'État par, disons, antisocialisme. Allende était social-démocrate, il avait été élu démocratiquement, il avait un gouvernement social-démocrate, et il faisait un certain nombre de réformes. Ce n'était pas la révolution, c'était des réformes qui s'imposaient comme elles ont pu être faites en Europe, en particulier dans les années 30, ou bien ensuite après la Seconde Guerre mondiale, et il avait été renversé par une révolte de l'oligarchie qui se sentait en quelque sorte dépossédée de sa suprématie, ou bien qui voyait sa suprématie relativement réduite. Et donc, Pinochet s'est trouvé à la fois à la tête du Chili, mais sans idée particulière pour piloter son pays. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'étudiants chiliens qui avaient fait leurs études à l'université de Chicago, études d'économie à l'université de Chicago, qui avaient été élèves du pape du néolibéralisme, Milton Friedman, eh bien, ces élèves sont venus entourer Pinochet et lui suggérer, après quelques années de tâtonnement assez chaotique, puisque souvent, pour expliquer la chute de Allende, on dit que l'économie que les sociodémocrates avaient mis en route était chaotique, il y avait des pénuries, il y avait des difficultés, etc., que les choses ne fonctionnaient pas, mais avec Pinochet, ça s'est totalement prolongé. Alors, ces néolibéraux sont ce qu'on a appelé les Chicago Boys, c'est-à-dire des économistes de l'école de Friedman qui ont conseillé Pinochet. Friedman lui-même, prix Nobel d'économie, est venu à plusieurs reprises au Chili, il a conseillé Pinochet, il lui a dit comment, selon lui, il fallait faire, organiser une économie en fonction de l'exportation, non pas en fonction des besoins de la société réelle, mais au contraire, réduire le coût du travail, privatiser l'ensemble des services publics, privatiser intégralement les services publics, c'est-à-dire privatiser l'école. Au Chili, comme vous savez, il n'y a pas d'école publique, c'est-à-dire les familles reçoivent, tout le monde reçoit un chèque, l'équivalent, mettons, de 300 €, et avec ce chèque, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez que ce chèque, vous allez dans une école où ça coûte 300 €, et si vous ajoutez un petit peu plus, vous allez dans une meilleure école. Si vous ajoutez plus, vous allez dans une école encore meilleure, et ce qui fait que les élites, évidemment, ont vocation à se reproduire. De la même manière, la santé publique a été intégralement privatisée, le système des pensions totalement privatisé, il n'y a pas de système de pension publique, et donc il faut s'assurer, comme on assure une voiture, vous assurez votre corps comme une voiture, voilà. Et organiser l'économie en fonction de l'exportation, pas seulement du cuivre, qui est resté nationalisé, c'est Allende qui l'avait nationalisé, Pinochet n'avait pas osé le nationaliser, donc organiser une économie pour l'exportation à base de fruits, etc., de produits d'abord agricoles pour jouer sur le contre-cycle, c'est-à-dire envoyer je ne sais pas, des raisins en hiver, en Europe, voilà, quand il n'y en a plus ici, jouer sur le fait que ce qui manque aux États-Unis, ce qui manque en Europe en fonction des saisons. Les Chiliens sont devenus très forts, donc il y a eu une sorte d'organisation de l'économie sur la base libérale, évidemment avec l'entrée de capitaux spéculatifs qui sont venus précisément acheter le Chili, et le Chili de Pinochet a pu conduire cette politique parce que, étant une dictature, la dépossession en quelque sorte des services publics des gens n'a pas pu être en quelque sorte, il n'y a pas eu de résistance, puisque c'était une dictature qui avait encore des camps de concentration, qui a provoqué des milliers de morts, des milliers de procès très injustes, donc les gens étaient terrorisés, et c'est en raison de cette terreur que le néolibéralisme a pu être imposé, je le répète, sans résistance sociale. Pourquoi pas de résistance sociale? Parce que qu'est-ce que c'est que les services publics, disons, pour qu'on s'entende une fois pour toutes? Les services publics, c'est le patrimoine
de ceux qui n'ont pas de patrimoine, si vous voulez. Quand vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, vous avez encore l'école qui est gratuite pour vos enfants. Quand vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, vous avez encore l'hôpital public pour vous soigner parce que c'est gratuit. Quand vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, vous avez encore des transports qui, étant subventionnés, ne sont pas très chers et par conséquent, vous pouvez vous déplacer, vous avez la liberté de vous déplacer sans avoir à posséder un véhicule, etc. Et ainsi de suite. Hein. Et donc, par conséquent, si vous retirez les services publics, eh bien, vous laissez les pauvres sans rien. Hein, c'est-à-dire que ceux qui n'ont rien ont encore moins de ce qu'ils avaient. Vous leur retirez le patrimoine de ceux qui n'ont rien et évidemment, vous organisez la société en fonction de ceux qui ont quelque chose, en fonction des possédants et non pas en fonction de ceux qui n'ont rien. Donc, en général, hein, comme vient de le dire d'ailleurs Pierre à propos de la situation de Fribourg, eh bien, quand vous réduisez les prestations sociales, quand vous réduisez les services publics, ou quand vous privatisez une partie des services publics, il y a de la résistance sociale. Il y a toujours de la résistance sociale, hein, parce que les gens sentent bien qu'on est en train de leur retirer quelque chose qui leur appartient, qui appartient à la collectivité, puisque ce qui est public, par définition, c'est à tous. Alors, voilà, le premier néolibéralisme en fonction, à l'œuvre en quelque sorte, à partir des années 1975-76, s'est mis en place là, sous une dictature de fer, celle de Pinochet. Et ensuite, elle s'est appliquée également, cette doctrine, en Indonésie, où il y avait également une dictature, la dictature du général Suharto, qui avait tout simplement, lorsqu'il avait fait son coup d'État à la fin des années 60, eh bien tout simplement éliminé 1 million de communistes. C'est un des grands massacres idéologiques, une sorte si on pouvait l'appeler comme ça, d'idéologicide, c'est-à-dire qu'on a tué des gens pour ce qu'ils pensaient, une sorte de génocide pour les idées, hein, pour s'imposer. Et Suharto, qui régnait donc sur un pays également terrorisé, a pu imposer voilà, le néolibéralisme, organiser la société de la même manière, etc. Hein. Et puis ça s'est appliqué en Corée du Sud, par exemple, où il y avait également une dictature militaire depuis la fin de la guerre de Corée, en 1954. Donc dans ces pays-là, cette thèse qui s'était développée à Chicago, à l'école, à la faculté de sciences économiques de Chicago, qui avait été développée par Milton Friedman, en s'inspirant évidemment de théoriciens antérieurs, Schumpeter, etc., mais qui avait développé une théorie particulière, le monétarisme, eh bien, ça a pu se développer aussi parce que, d'une façon extrêmement intelligente, les disciples de Friedman ont petit à petit occupé les revues économiques en développant leurs idées. Ça s'était jamais fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la longue histoire, disons, du capitalisme, le capitalisme a une longue histoire, malgré tout, hein, pas très longue, mais une longue histoire. Selon Brodel, le capitalisme moderne, disons, se développe à partir de Venise, donc à partir du XVe siècle, prend un essor tout à fait particulier, cette fois-ci beaucoup plus moderne, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle aux Pays-Bas, et puis ensuite, voilà, va prendre son essor avec le développement du capitalisme britannique à Londres et le capitalisme industriel du XIXe et XXe siècle, avec le capitalisme à la fois anglais, britannique et américain, hein, XXe siècle à Londres. Mais il n'y a jamais eu, il y a eu une période libérale, bien entendu, la période libérale de la fin du XIXe siècle, qui d'ailleurs s'est terminée par une très grande crise économique. Hein, la très grande crise de 1873 était une crise énorme avec un effondrement. Émile Zola écrit un de ses romans, d'ailleurs, sur cette crise. Un livre que certains d'entre vous peut-être avaient lu qui s'appelle L'Argent, hein, un des romans de Zola, et qui raconte la crise de 1873. Hein. Et la crise de 1873, la conséquence de la crise de 1873, c'est la Première Guerre mondiale. Et c'en est fini du libéralisme. Et ensuite, évidemment, il y aura la crise de 1929, qui n'est pas une crise libérale, une crise de surproduction, et la crise de 1929 va avoir comme conséquence